Voilà, bonjour tout le monde, bonjour la communauté, Imostéo, je suis, Raphaël Guillain, radiologue, fondateur, d'Imostéo et je suis accompagné par l'équipe d'Imostéo et bien entendu par, comme promis, Ahmed Zemirline, qui est chirurgien, arthroscopiste, grand expert du poignet et qui va, nous donner son éclairage sur, le sujet que l'on traite ce soir, qui sera celui de l'imagerie des lésions traumatiques et pas dégénératives du ligament triangulaire du carpe. Où en est-on, en 2023? Alors, où en est-on en 2023? C'est un terme un peu prétentieux. En fait, plus modestement, on va, comme fil directeur de ce petit webinaire, vous parler, de où en est-on dans le service d'imagerie musculo-squelettique dans lequel j'ai la chance de travailler à Rennes, au CHU, dans lequel, quand je regarde le chemin que nous avons fait depuis 10 ou 15 ans, je m'aperçois que nous sommes passés d'une vision relativement simpliste des choses, voire assez défaitiste, à une vision un petit peu plus rationnelle et probablement un peu plus en ligne avec les attentes des chirurgiens, parce que c'est quand même ça que l'on demande aux imageurs. Et donc, on a fait un cheminement, on a mieux compris l'anatomie, on a mieux compris la pathologie, on a mieux compris la sémiologie. Et dans le prochain quart d'heure, je vais vous montrer ce cheminement pour vous amener un petit peu au niveau de compréhension qui est le nôtre actuellement. Et puis derrière, de façon très honnête, hein, on n'a pas tant que ça préparé les choses. On va demander à Ahmed de critiquer ce point de vue du radiologue, de nous dire un petit peu où les chirurgiens en sont, eux, en arthroscopie en 2023, et pour nous dire finalement quels sont véritablement, et on va essayer de simplifier, parce que c'est quand même la marque de fabrique d'Imostéo, on va essayer de simplifier le message, quelles sont les attentes des chirurgiens à notre égard. Alors, sans plus tarder, je vais commencer cette présentation, comme promis, en trouvant hop, mon PowerPoint et en vous le partageant pour les 15 prochaines minutes. Alors, dans cette présentation, ce que je voudrais, c'est vous parler de l'anatomie qu'on connaissait, très simplifiante, vous allez voir. Je voudrais vous parler de la réalisation de l'examen, en particulier comment on a évolué dans la façon de faire un plan coronal en IRM. Je vais parler des mécanismes lésionnels que j'ai en fait découverts assez récemment. Je vais vous parler de l'anatomie qu'on connaît mieux et qu'on doit mieux connaître, avec une partie du TFCC qu'on ne regardait pas assez. Je vais vous parler de sémiologie utile, parce que c'est quand même la finalité de tout imageur. Et puis, on terminera par les classifications à oublier ou à garder en 2023. Alors, l'anatomie qu'on connaissait, eh ben, les livres nous le disent, le TFCC, complexe fibrocartilagineux triangulaire du carpe, eh bien, ce que j'avais compris quand j'étais interne, c'est comme son nom l'indique, qu'il est très complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses. Il y a un disque fibrocartilagineux, ici en mauve, qui est un coussinet d'amortissement entre l'ulna et le carpe. Mais il y a aussi, malheureusement, un ligament radio-ulnaire dorsal, un ligament radio-ulnaire palmaire, et puis, il y a un ligament ulnocarpien, pardon, qui est une sangle qui fixe tout ça sur le carpe proximal, sur son versant palmaire. Mais il y a aussi le ligament collatéral ulnaire, il y a aussi le ménisque homologue, il y a aussi l'extenseur ulnaire du carpe et ses éléments de stabilité. Et tout ça est en fait extrêmement perturbant sur le plan anatomique. Je ne comprenais pas véritablement comment tout cet ensemble contribuait à fixer finalement l'ulna contre le radius distal. Alors, dans mon esprit un petit peu simple, un petit peu simplet il y a quelques années, j'avais en fait réduit cette structure, le TFCC, à son plus simple appareil, qu'était en fait ce disque fibrocartilagineux, ce coussinet d'amortissement du ligament triangulaire. Alors, cette structure, c'est un fibrocartilage comme du ménisque. C'est en fait plus un coussinet qu'un véritable élément de stabilité. Et ce que l'on sait, c'est qu'il se fixe sur le versant radial, sur le radius, sur une surface cartilagineuse, hein, que l'on voit bien ici sur une coupe histologique, et en fait à la jonction entre l'articulation radio-ulnaire distale et l'articulation radiocarpienne. Et cette insertion cartilagineuse, on la voit en IRM, c'est un piège, c'est un hypersignal qu'il ne faut pas prendre pour une lésion. De l'autre côté, ce que l'on sait aussi, c'est ce que ce fibrocartilage va aller se fixer par un petit fascicule dit proximal ou profond sur la fovea, c'est le fascicule
fovéal. Et puis, il y a aussi en surface un fascicule styloïdien qui va se fixer sur le processus styloïde. Entre les deux, on a cette zone cellulo-vasculaire qui s'appelle le ligamentum subpruentum et dont on sait qu'il favorise un hypersignal intermédiaire assez troublant qu'il ne faut pas prendre pour une structure pathologique. Donc ce cartilage, ce fibrocartilage, je savais l'observer dans le plan coronal et je savais le regarder en IRM, mais aussi en arthroscanner. En arthroscanner, on voit en fait sa partie proximale et son insertion fovéale avec ce petit récessus radio-ulnaire distal. Et puis on voit le fascicule distal, styloïdien, qui est moulé par sa distalité, par le produit de contraste radiocarpien. On ne voit pas l'intérieur de ce ligament, on ne voit pas le ligamentum subpruentum en arthroscanner. Tout petit, le problème que j'ai toujours eu, c'est qu'on me disait qu'il pouvait y avoir des lésions du faisceau fovéal avec une pénétration du produit de contraste, mais ce qui me manquait, c'était de savoir quel était l'aspect normal. Jusqu'où ce produit a-t-il le droit d'aller? Jusqu'où ai-je le droit de voir du liquide articulaire rentrer comme ça dans la fovea? Et ça, c'est un problème toujours classique. Je veux bien comprendre le pathologique, mais pour ça, il faut connaître le normal. C'est exactement comme dans le ligament collatéral latéral du coude ou le ligament collatéral médial du coude, je connais l'aspect normal et seulement dans ce cas, je peux déduire l'aspect pathologique. Le problème, c'est que personne ne nous dit quel est l'aspect normal de cette insertion du faisceau fovéal. Alors avec le temps, on a beaucoup regardé de cas normaux et on est arrivé à une conclusion qui nous est désormais très utile. C'est que ce faisceau fovéal s'insère jamais en dedans du milieu de l'épiphyse. Et ça, quand vous prenez des cas normaux et que vous les regardez tous, eh bien, vous allez admettre que votre faisceau fovéal s'insère en général en plein milieu de l'épiphyse. Il n'y a donc pas de raison que du liquide articulaire aille plus en dedans vers le processus styloïde. Et regardez encore un autre cas. Hein, cette insertion fovéale, mesdames et messieurs, n'est en fait pas si fovéale. Elle est presque épiphysaire. La fovea, elle, est plutôt en regard du ligamentum subpruentum. Donc, il faut être exigeant sur le fait que cette insertion est bien au milieu et pas plus loin de l'épiphyse. Et ça, c'est un point clé qui a changé notre pratique dans l'analyse de ce faisceau fovéal. Ça marche aussi en arthroscanner. Regardez le liquide radio-ulnaire distal. Il va pénétrer sous l'épiphyse, mais ne dépassera jamais le milieu de l'épiphyse. Voilà un aspect normal qui nous permettra de mieux déduire les aspects pathologiques. Alors, on avait quand même un gros problème, c'est que quand on ressort nos IRM, les nombreuses IRM du poignet qu'on a pu faire dans le passé, eh bien, on a en fait quasiment jamais, en tout cas dans le passé, cette belle image d'insertion cartilagineuse radiale avec un fibrocartilage ici, qui ensuite va s'insérer dans la fovea d'une part et sur le processus styloïde d'autre part. On n'a en fait jamais cette image. Pourquoi? Eh bien, parce que très longtemps, on a mal fait nos IRM. Il y a en fait, dans la façon de faire ce plan de coronal, deux erreurs à éviter. La première erreur, c'est en fait de mal positionner son patient. Pourquoi? Parce que si vous lui appliquez une pronation très forte ou une supination très forte, je l'ai dessiné ici, on voit bien qu'on va désaligner ce fibrocartilage et on ne verra pas dans son axe le processus styloïde. On n'aura donc jamais dans le même temps le cartilage, le hyalin radial et les petites insertions qui se fixent sur l'ulna. Et donc, il faut pour cela mettre son patient correctement dans une position neutre en Superman avec cette antenne qui s'appelle le gaufrier au centre de l'image. On met une petite cale sous le coude et là seulement, dans une position parfaitement neutre, on augmentera nos chances de pouvoir aligner parfaitement dans le plan coronal ces différentes structures. La deuxième grosse erreur qu'on a constatée, c'est que même si l'on plaçait bien notre patient, eh bien dans certains cas, les manipulateurs posaient le plan coronal de façon extrêmement aléatoire et en regardant comment ils le posaient, eh bien c'était souvent assez baroque dans un sens ou dans un autre et on a réfléchi à la meilleure façon de placer son plan coronal. Ce que l'on a fini par admettre, c'est que le mieux est de placer ce plan coronal sur le processus styloïde d'un côté et sur le bord radial du deuxième compartiment des extenseurs de l'autre côté, sur ce petit téton osseux en fait que l'on voit très facilement. Et quand vous faites ça et que vous avez bien positionné votre patient, et bien là, vous avez toutes les chances de parfaitement enfiler votre disque fibrocartilagineux et ces petites insertions sur le processus styloïde. Et là, on devient tout à fait à l'aise. Voilà le cas que je vous avais montré. Le plan coronal paraissait bien, mais il était en fait trop obliqué.
Et chez un autre patient, eh bien, quand on se met sur le téton du bord radial du deuxième compartiment et sur le processus styloïde, eh bien, ça y est, on a cette vue souhaitable d'une insertion cartilagineuse d'une part et d'une insertion fovéale et styloïdienne d'autre part. Voilà, donc la technique d'examen est comme toujours importante. Dans notre protocole, on met un coronal T1 et on met 3 plans d'épée FATSAT, incluant un plan sagittal. Et je dois admettre que ce plan sagittal, nous nous sommes mis à le faire il y a seulement quelques années de façon systématique. C'est en fait un point et une séquence, pardon, un plan d'acquisition absolument clé dans l'analyse d'un grand nombre de structures. Parlons maintenant des mécanismes lésionnels. J'ai toujours imaginé que ce ligament triangulaire se blessait un petit peu comme pour tout au poignet lors de la chute sur le poignet, sur la paume de la main. En vérité, c'est une situation qui peut survenir et qui va en fait disjoindre cette articulation entre l'ulna d'une part et le radius d'autre part en déchirant ce TFCC qui en assure la stabilité. En vérité, à force de voir des patients et de discuter avec eux, j'ai constaté qu'il y avait un point commun, c'est que souvent, il s'agissait d'accidents en hyperpronation ou en hypersupination. La supination forcée, eh bien, c'est typiquement des gens qui se sont fait agresser, des femmes qui se font agresser par des personnes puissantes, des personnes fortes, et qui vont tordre leurs bras de façon très forte et disjoindre cette articulation. J'ai le souvenir plusieurs fois d'aides-soignantes agressées par des patients, parfois déments, avec des lésions résiduelles extrêmement douloureuses et qu'il fallait explorer. Autre accident, et ça c'est les chirurgiens qui nous avaient éclairé là-dessus, c'est l'accident de perceuse, tout à fait classique, d'un artisan qui perce un mur avec un perforateur, la mèche reste bloquée dans le mur, la perceuse tourne et le patient se retrouve en pronation contrariée. Là encore, on a une rotation dans l'articulation qui va déchirer le TFCC. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ce que l'on sait, c'est que les lésions traumatiques seront en général sur le versant ulnaire de ce TFCC, à proximité en fait de ces deux petites insertions sur l'ulna, et c'est là qu'il va falloir regarder. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin sur ces lésions traumatiques. Regardez cette articulation radio-ulnaire distale. En fait, lors de ces accidents, le radius va se luxer en palmaire par rapport à l'ulna. En d'autres termes, l'ulna va reculer en dorsale par rapport au radius. Et regardez ce qui va se passer. Il va se passer ça. Vous allez en fait avoir une lésion capsulo-ligamentaire qui sera toujours, et c'est très logique, dorsale. Il s'agit bel et bien d'une lésion de passage qui est dorsale. Exactement comme dans les ruptures du croisé, c'est le condyle qui recule et qui déchire les ménisques postérieurs. Et dans une rupture de croisé, on ne va jamais déchirer les ménisques antérieurs. De la même manière, dans une luxation antérieure d'épaule, eh bien, la tête humérale va déchirer les éléments capsulo-labraux antérieurs et les ligaments gléno-huméraux. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ce disque fibrocartilagineux violet, il était en fait pas tant impliqué dans le problème. Ce qui est beaucoup plus impliqué, c'est cette structure verte dont je ne vous ai pas encore beaucoup parlé, qu'est le ligament radio-ulnaire dorsal. C'est lui qui trinque avec la capsule. La déchirure va se faire dans sa longueur et ira ensuite léser les petites pattes, fascicules fovéales et styloïdiens qui s'insèrent sur l'ulna. Quand on a compris que ces lésions sont des lésions de passage capsulo-dorsal de ce TFCC, eh bien, on a tout compris. Et effectivement, en discutant avec Ahmed, il m'a redonné cette image d'une classification de Palmer ancienne qui nous parle de ces lésions ulnaires typiquement traumatiques. Et quand on regarde un schéma, eh bien, je trouve qu'on insistait pas suffisamment sur le fait que les lésions de type 1B du versant ulnaire, elles sont bien dorsales le long de cette structure qu'est le ligament radio-ulnaire dorsal. Le faisceau ventral, il est en fait quasiment jamais touché. Le fameux ligament ulnocarpien, Ahmed nous le dira, mais il est en fait exceptionnellement atteint. Quant à ces lésions centrales ou radiales du disque fibrocartilagineux, elles sont assez peu spécifiques, elles sont le plus souvent dégénératives. Donc, on a bien une lésion qui va courir dans la longueur du ligament radio-ulnaire dorsal pour aller plus ou moins déchirer les petites insertions. Donc, on doit regarder en dorsal. Parlons-en de ce ligament radio-ulnaire dorsal. Il y en a en fait un qui est ici, dorsal, un autre qui est palmaire et qui borde le fibrocartilage. Ce sont en fait eux, et c'est logique, c'est des ligaments beaucoup plus puissants qu'un fibrocartilage qui vont sangler notre articulation radio-ulnaire distale.
En fait, ces structures-là, on les voit. Regardez là-haut. On a le disque fibrocartilagineux que je regardais avant, mais qui ne sert à rien sur un plan de la stabilité. Et on a en dorsal le ligament radio-ulnaire dorsal et en palmaire le ligament radio-ulnaire palmaire. Et eux sont puissants et fixent notre ulna distale. Si je regarde en arthroscalaire, quand j'ai un peu de chance, regardez, je les vois encore, qui se fixent bien sur le radius dorsal et palmaire pour aller sur le processus styloïde. Alors, en fait, en anatomie, en IRM par exemple, on les voit. Oublions cette coupe coronale médiane et allons vers en dorsale. On fait défiler nos coupes coronales vers l'arrière et on va voir cette structure qui a la particularité de s'insérer directement sur l'os. On n'a plus à l'insertion du ligament radio-ulnaire dorsal de cartilage. On est directement sur l'os et ça, c'est la littérature qui nous le dit, hein, l'insertion des ligaments radio-ulnaires est bien osseuse, elle est puissante. Le problème, c'est que sur le versant ulnaire, on a volontiers du volume partiel, on a volontiers un petit peu de signal, mais c'est pas grave, il faudra toujours dans le plan coronal aller vérifier l'harmonie de ce ligament radio-ulnaire dorsal. On le fera aussi systématiquement sur le palmaire. Là, je suis allé de l'autre côté en coronal et je regarde le palmaire. Je vois effectivement qu'il y a un peu d'hypersignal, du volume partiel. C'est pas grave, je vérifierai quand même la cohérence de ces différentes fibres. Mais les lésions palmaires, je le redis, sont en fait exceptionnelles. Puisqu'on parle d'un plan coronal, eh bien, c'est exactement comme en IRM du genou. Je regarde mes ménisques dans le plan coronal et ensuite je vais les intercepter dans le petit axe pour passer dans un plan sagittal. Voilà la coupe sagittale et voilà ce que je vais obtenir. J'aurai dans un plan sagittal mon disque cartilagineux au centre qui ne sert à rien, sauf à amortir, bien sûr, les chocs dans l'espace entre l'ulna et la première rangée du carpe. C'est plutôt le fait des lésions dégénératives. Mais j'aurai en dorsal, dans le prolongement, le ligament radio-ulnaire dorsal qui est fixé proximalement par des éléments capsulaires. En palmaire, j'ai le ligament radio-ulnaire palmaire qui est fixé par des éléments capsulaires et ceci me donne un aspect en H tout à fait compréhensible. Et je vous le montre en IRM. J'ai bien ici dans le plan sagittal mon disque cartilagineux que je regardais beaucoup trop en oubliant le reste. J'ai ici le ligament radio-ulnaire dorsal, le palmaire et les prolongements capsulaires. Et bien là où ça se passe dans ces lésions de passage de la tête de l'ulna, et bien c'est ici, dans ce virage, où l'on aura des perforations, des flamèches de contraste qui pourront entrer, des étirements, des délabrements de ce complexe capsulo-ligamentaire qu'il faudra savoir regarder. À l'état normal, c'est lisse et régulier. À l'état pathologique, on dépistera des anomalies. Mais ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à regarder partout dans le plan coronal, puis à basculer de façon obligatoire dans un plan sagittal. Voilà l'aspect en IRM avec le fameux H, ici le cartilage, ici les ligaments radio-ulnaires dorsal et palmaire, et les prolongements en H vers le haut et vers le bas. Attention, il y a souvent du volume partiel, il y a souvent des hypersignaux, mais il faut être systématique et s'offrir le luxe d'affirmer que cet aspect est normal quand on a une belle petite structure en vide de signal. Bien entendu, dès que c'est hétérogène, interrompu, hyper intense, eh bien, il faut commencer à se poser des questions. Donc, la progression qu'on a connue a consisté à beaucoup regarder dans le plan coronal jusque très loin dans le plan dorsal, sur le versant dorsal, pour ensuite systématiquement basculer dans un plan sagittal. Le petit bonus que je vous donne, eh bien, c'est ces ligaments ulnocarpiens hein, qui contribuent à une des petites pattes du H et qui va se fixer sur la première rangée du carpe en palmaire. Ces ligaments, on en parle, même si en vérité, ils sont en fait relativement rarement lésés. Alors, on va dérouler maintenant avec un peu de sémiologie utile. Hein, on a compris qu'il faut, dans les pathologies traumatiques, regarder l'insertion radiale. Il peut y avoir des lésions traumatiques ici. Les perforations centrales, le problème, c'est qu'elles sont très souvent dégénératives. Il faut, dans les types 1B, comme je l'ai dit, vérifier la longueur de ce ligament radio-ulnaire dorsal pour vérifier quels sont les dégâts sur les deux petites fixations. Et puis, on a des lésions parfois du ligament ulnocarpien, je le répète, qui est en fait très, très rarement lésé. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Je suis dans un plan coronal. J'ai bien enfilé mes différentes structures en réalisant bien mon examen et je décèle avec une meilleure sensibilité en arthroscanner, une lésion assez nette chez un patient victime d'un traumatisme récent et je vais supposer, car les berges sont assez nettes, que la lésion est traumatique, même si, attention, des lésions dégénératives sont en fait très fréquentes à ce niveau. Beaucoup plus spécifique d'une lésion traumatique, cette lésion des deux fascicules, le fascicule fovéal est déchiré. J'attire votre attention sur le fait que du contraste
dépasse largement le milieu de l'épiphyse. Et puis on a ici une lésion superficielle du faisceau styloïdien avec ici une rétraction modérée de notre moignon. Voici une lésion superficielle qui prolonge souvent, on l'a dit, une lésion du ligament radio-ulnaire dorsal, avec une véritable encoche, une flamèche qui rentre dans le versant superficiel et qui nous fait poser la question d'une lésion à ce niveau. Voilà la corrélation en IRM. Hein, on le sait, on n'a pas la résolution ni en contraste ni spatiale de l'arthroscanner en IRM, mais il faut faire de son mieux pour supposer qu'il y a des lésions, quitte à demander un arthroscanner complémentaire. Alors c'est là qu'on a, je crois, énormément progressé dans la détection de ces petites lésions fovéales dont on sait que leur diagnostic est très important. Lorsque le contraste dépasse le milieu de l'épiphyse, eh bien c'est extrêmement suspect, c'est un signe qui marche, je crois, extrêmement bien et il faut ici positiver une lésion profonde tout à fait caractéristique et voici la corrélation en IRM. Pour le plaisir des yeux, je vous en montre encore un exemple. On pourrait se dire qu'il y a bien quelque chose qui repique vers la fovea, c'est pas faux. Néanmoins, ce fascicule s'insère beaucoup trop loin. Hein, il n'a pas le droit de dépasser le milieu de l'épiphyse. Il y a donc ici tout à fait clairement une désinsertion du fascicule fovéal avec ici ce qu'on appelle chez Hémostéo un petit dégât des os avec du liquide qui a pénétré l'os et qui est en train de favoriser des modifications œdémato-kystiques. On a quasiment terminé. Je vous montre ces fameuses lésions dorsales sur lesquelles on a beaucoup progressé en regardant désormais systématiquement le plan sagittal. On doit vérifier que ce virage ici est lisse et sans encoche à l'état normal. Dans le cas présent, on a une pénétration du produit de contraste tout à fait anormale. Hein, je pourrais, dans la version longue, vous montrer des lésions transfixiantes, beaucoup plus graves, beaucoup plus nettes que ce cas. En tout cas, il faut avoir l'attention attirée dans un plan sagittal, mais aussi dans un plan coronal. Regardez, on est allé regarder loin en dorsal dans le plan coronal, et là, on voit très clairement un aspect anormal de ce ligament radio-ulnaire dorsal. Le boulot est fait, on a qualifié correctement les lésions. Pour le plaisir, là encore, je vous montre dans un plan sagittal cette fameuse patte inférieure et palmaire du H avec l'insertion des ligaments ulnocarpiens, du disque articulaire et du ligament radio-ulnaire palmaire vers le trichétrum dans le cas présent. Encore une fois, ce sont des lésions relativement rares. On va s'arrêter ici pour la sémiologie, ce n'est qu'une introduction au sujet. Et je voudrais, pour terminer, ouvrir la porte à peut-être une classification qu'il convient de garder. En tout cas, c'est celle que Ahmed m'a confirmé qu'on pouvait garder. Ça n'est pas véritablement celle de Palmer parce que celle-ci a un petit côté un peu désuet. Elle manque quand même de spécificité pour les lésions traumatiques. Hein. On voit que les 1A, 1D sont en fait assez discutables. La 1C est très rare. Et la 1B, eh bien, elle a un petit défaut, c'est que l'arthroscopie que les chirurgiens font maintenant permet d'aller beaucoup plus loin dans la description des lésions ulnaires. Et c'est pourquoi, il y a quelques années, une classification dite d'Adzey est sortie. Celle-ci détaille en fait la gravité des lésions ulnaires en séparant les lésions superficielles isolées, les lésions conjointes du faisceau superficiel et profond, les lésions profondes isolées, les lésions conjointes mais avec une rétraction, et puis les lésions conjointes graves au point que l'instabilité chronique de la radio ulnaire a favorisé une arthrose. En fait, les chirurgiens ont besoin de ce détail-là, d'une description correcte par les radiologues. Pourquoi? Eh bien parce que ceci guide leur traitement. Hein, une lésion superficielle isolée bénéficiera d'une suture. Une lésion conjointe non rétractée bénéficiera d'une réinsertion, etc., etc. Évidemment, ce n'est pas moi, radiologue, qui vais vous détailler tout ça, mais voilà la logique de cette classification d'Adzey. Elle est a priori nécessaire et suffisante pour bien décrire ces lésions. Et je vous l'annonce, vous pourrez télécharger cette fiche qui est mise à votre disposition ce soir. Vous allez dans le petit onglet en bas à droite, App, et là, vous pouvez télécharger un fichier. Vous le trouverez très facilement jusqu'à la fin de ce webinaire. Je vais m'arrêter ici. Alors, il y a d'autres classifications beaucoup plus complexes, classification de Zann, qui rajoutent des lésions palmaires, des lésions du ménisque homologue, etc., etc. Mais on a l'impression qu'en 2023, cette classification d'Adzey fait déjà le job relativement correctement. Alors, je vais arrêter le partage. On va revenir sur notre webinaire. On va retrouver
Ahmed, que je remercie d'être là, qui a pas de caméra, mais qui est présent, qui nous entend et qui a un micro. Ahmed, je te souhaite Ouais, la je suis bien là. bienvenue. Je suis bien là, je Je confirme. te souhaite la bienvenue. Alors, on avait décidé de travailler quasiment sans filet, que le radiologue exprime sa vision et que tu n'hésites pas à avoir un point de vue critique. Donc, n'hésite vraiment pas à nous faire part de tes commentaires. Comme fil directeur de notre discussion, donc je rappelle que tu es chirurgien, tu es arthroscopiste en particulier, ce qui est quand même une spécificité parce que des arthroscopistes du poignet, il n'y en a pas. Tous les chirurgiens de la main et du poignet ne font pas d'arthro du poignet. Et donc, c'est quelque chose d'assez moderne et qui donne une vision assez moderne et probablement d'avenir de ce que sera la chirurgie du poignet dans quelques années avec l'arthroscopie quasi systématique. Donc, tu as beaucoup d'avance. Euh, sur un plan de la physiopathologie, est-ce que tu as des choses à ajouter? Ces accidents en torsion, c'est quelque chose qui tout de suite t'éclaire sur la possibilité d'une lésion quand tu vois un patient en consultation qui te décrit ce mécanisme? Ouais, et d'abord, permets-moi de te féliciter pour cet exposé clair, limpide. Euh, Même moi, j'ai j'ai l'impression d'avoir réappris le TFCC avec toi. Merci. Je te félicite particulièrement pour avoir parlé du positionnement du poignet. Je crois que tu es le premier à qui j'entends parler de ça, du positionnement du poignet dans l'IRM et dans le scanner. Souvent, on a des poignets, comme tu dis, en pronation, en supination. Alors, ça reste interprétable, mais c'est quand même plus compliqué qu'un poignet en pronation neutre, parce qu'on sait en effet que les faisceaux sont plus ou moins tendus suivant la position du poignet. Ça facilite la vie. Et pour revenir à ce que tu dis sur l'arthroscopie du poignet, alors, c'est moderne sans être moderne. En fait, la première arthroscopie de poignet a été publiée, écrite en 79, tu vois, donc ça a un peu notre âge. Maintenant, le fait est que quand j'ai commencé à faire enfin, quand j'ai commencé à faire de la chirurgie, on va dire orthopédique, je crois qu'il y avait 3000 arthroscopies du poignet côté en France sur la CCAM. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à 5000 arthroscopies du poignet côté en France tous les ans. Donc 5000, c'est pas beaucoup quand on compare l'arthroscopie de genou et de l'épaule. Ça reste une petite niche, on va dire. Et factuellement, il n'y a plus beaucoup d'explications à cela. D'abord, techniquement, c'est pas facile, hein, une courbe d'apprentissage assez longue, c'est petits espaces. Et l'autre chose à savoir aussi, c'est que les indications sont moins nombreuses que pour l'épaule ou le genou. C'est-à-dire qu'on a moins souvent des cas. Moi, personnellement, j'arrive à ma 10e année de pratique chirurgicale en privé et je crois que je ne suis pas encore à ma 400e arthroscopie personnellement. Mm, Tu vois, donc mm. ça fait une moyenne de 40 par an. Ça a l'air ridicule. Euh, voilà, juste pour dire. Et pour autant, je passe pour quelqu'un qui fait beaucoup d'arthroscopie par rapport à la moyenne. Ouais, si j'en fais 40 par an, qu'il y en a 5000 en France, c'est presque 1% des arthroscopies. Bref. C'est le TFCC, c'est le scapholulaire, c'est la pseudarthrose finalement, le scaphoïde. Alors, oui, voilà, là, il y a des indications qui commencent à foisonner. La psoriasis est l'une de celles qui, à mon sens, est la meilleure du scaphoïde, parce qu'au niveau des résultats et des suites, ça n'a rien à voir. Le TFCC, à mon sens, on ne peut pas le réparer autrement que sous arthroscopie. À ciel ouvert, c'est hyper compliqué avec du fait de l'accès limité. On est mieux sous arthroscopie qu'à ciel ouvert, paradoxalement. On peut aussi faire sa courbe d'apprentissage pour tout ce qui est kyste, les kystes du poignet sous arthroscopie. C'est très élégant à faire en termes de cicatrices. Et puis, on peut également s'entraîner également sur la traumato. Quand on fait une fracture du poignet articulaire, ben, on aime bien mettre un petit arthroscope pour aller vérifier les ligaments et la réduction articulaire. Ça aussi, c'est sympa. Et Ok. puis, tu m'as dit le scapho-lunaire, dans les stades pas très évolués, les stades les moins sévères, on peut Mm. en effet le traiter sur arthroscopie. En tout cas, pour le TFCC, on a toujours eu l'impression que sans l'arthroscopie, les patients avec ces lésions traumatiques étaient livrés à eux-mêmes. Ils n'avaient pas vraiment de solution à foyer ouvert, en tout cas. Ouais, ouais, je confirme que les techniques à ciel ouvert sont très peu décrites parce que Et complexes à réaliser et pour avec des eux, et résultats. c'est des gens On extrêmement fait, invalidés, c'est un énorme, c'est un énorme espoir, c'est une vraie révolution. oui, on fait plus de lésions à aborder un TCC qu'à le réparer à ciel ouvert. C'est Mm. certainement. Très Pour bien. revenir à ta question sur le mécanisme du traumatisme, en effet, le mécanisme en torsion est de loin le plus fréquent, mais de loin. Et quand tu parles des aides-soignantes en EHPAD, j'en ai quasiment tous les mois. Un patient dément qui les prend par le poignet, etc. C'est assez courant. J'ai aussi, par temps aussi des gens qui soulèvent un objet lourd, comme une chaise, l'objet qui bascule, qui perd son point d'équilibre, et qui bascule d'un coup, et eux ne pensent pas le lâcher, ils veulent le retenir, et à ce moment-là se font aussi une lésion sévère. Tu as décrit le traumatisme classique de la perceuse, les agressions, on en a parlé. Et puis en effet, des chutes. Hein. Les chutes, ça, c'est moins fréquent, mais les chutes, notamment, comme tu l'avais dit, associées ou non à des fractures.
Oui. On a, moi, quand je fais une fracture du poignet, quand je mets une plaque, à la fin, je teste toujours la hernie distal, voir si c'est un ballottement ou pas. Et au moindre doute, surtout un sujet jeune avec un traumatisme à forte cinétique, je mets l'arthroscope pour aller vérifier le TFCC Mais oui. jusqu'à folie. Et alors justement, torsion, tout de suite, ça va faire tilt chez le chirurgien, chez le radiologue. Mais alors Mm. justement, le patient lambda qui est tourné sur le poignet, on va en venir au test clinique. Qu'est-ce qui va toi, justement, t'interroger sur la possibilité d'une lésion du TFCC? Je crois qu'il y a quand même des signes assez sensibles. Mais dès qu'il rentre en salle de consultation, je demande, montrez-moi votre lésion. Il montre le bord ulnaire, il montre juste l'ulna, le bord ulnaire de l'avant-bras et du poignet. C'est bon pour moi. Je Et sais que c'est un c'est, je TFCC. crois, la petite douleur fovéale, Voilà. c'est là, hein, c'est le creux Voilà, là. voilà. La fovea, c'est juste en dessous, entre la styloïde et le triquetrum, cette petite dépression là qui est en fait le pendant de la tabatière anatomique au niveau de l'autre côté. Et c'est donc c'est un peu déprimé. Vous appuyez un peu fort là-dedans, vous faites une petite inclinaison radiale pour le sensibiliser, et eux, ils sautent au plafond quand vous appuyez là-dessus. Ouais, C'est ok. vraiment. Et puis les douleurs décrites mécaniquement, ils vous disent qu'elles partent de là et elles remontent le long de l'avant-bras, elles remontent vers le coude. Ça, c'est assez classique aussi. Ok. Tu me disais aussi que parfois en torsion, dans la vie de tous les jours, les gens, ils ont des Oui, et difficultés. quand on les teste, justement, on leur fait faire des pronosupinations contrariées ou bien des supinations forcées. Et là, en fin de supination, quand on contrarie un petit peu, ils ressentent la douleur. Donc, dès que j'ai Ouais, ces symptômes-là, je demande une IRM ou un arthroscanner. d'accord. Et Et tu orientes vers le TFCC, et c'est là que la balle est dans le camp du radiologue et qu'il faut qu'on soit bon en faisant bien notre imagerie. Merci d'avoir souligné le fait que le protocole, c'est vachement important. Et après, il faut savoir lire les images sur des critères éprouvés. Alors justement, moi je trouve que si on prend ce problème du TFCC en commençant par des classifications hyper complexes, je ne vous les ai pas montrées pour pas faire peur, mais il y a une classification de ZAN avec 8 colonnes, lésions palmaires, dorsales, les machins, il y a des associations, c'est à s'y perdre complètement. Si on prend, nous, imageurs, le sujet par cette grande complexité, on est complètement perdu. Et moi, je voudrais juste te demander le top 3 là, des choses qu'il faut qu'on regarde dans les faisceaux, dans les ligaments radio-ulnaires. En gros, si on doit le résumer, nous, on se concentre sur quoi? Est-ce que j'ai couvert le champ des choses qu'on doit regarder dans mon topo? oui, clairement, tu étais, dans le cœur de la cible en décrivant ce que tu as décrit. Alors, les classifications que j'appelle usines à gaz, comme par exemple la classification de Lao pour les fractures, ça fait beau dans les bouquins et pour décrire des séries, mais pour un chirurgien, pour intervenir, pour poser indication, ça n'a aucune utilité. Par contre, Adzei est un arthroscopeur reconnu, c'est un Italien. Lui, quand il a décrit sa classification, il a dit qu'est-ce qui m'importe de savoir? Et donc, il a vraiment décrit les lésions. Donc, il a détaillé les lésions 1B de Palmer. Palmer, il était assez vague, mais à l'époque, l'arthroscopie était à ses débuts, hein, c'était dans les années 80. Et Hadze dans les 2000, donc il a dit qu'est-ce qui m'importe de savoir? Et donc, en effet, il a fait la distinction entre lésions fovéales, pures, lésions périphériques ou dorsales, ou j'appelle comme tu veux, donc celle qui touche le faisceau dont tu as parlé, donc le radio-ulnaire dorsal, qui peut se poursuivre jusqu'à l'insertion styloïdienne du TFCC, et puis les lésions associées, donc fovéales et périphériques dorsales. Et l'association est assez courante, en effet. Okay. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour chacune de ces lésions, il y a une réparation spécifique qui est indiquée. Ensuite, il évoque les lésions non réparables et on arrive, c'est très rare, mais il arrive parfois, on tombe comme sur une coiffe de rétracteur, sur un truc totalement bouffé, déchiré. C'est souvent dégénératif, où on ne peut plus rien faire, ou alors à ce moment-là, l'indication est une ligamentoplastie qui est extrêmement difficile. Même Adzei, dans ses cours, quand il fait de la chirurgie, il a du mal à les faire, alors que c'est lui qui a décrit la technique. On prend un long palmaire, on fait des tunnels, etc. C'est un truc, une usine à gaz extrêmement complexe. Et donc, moi, j'en ai personnellement pas l'expérience. Et puis, en effet, il y a des cas où on a une arthrose radio-ulnaire distale, où là, ben, on n'est plus dans le stade de la réparation, on est plutôt sur une chirurgie palliative. Alors ça, c'est le sauvé Kapanji pour terminer, on fixe l'articulation, si je ne me trompe Mm. pas. En tout cas, euh, je résume en 3 points. En coronal, je regarde mes deux fascicules, proximal et distal, fovéal et styloïdien. Je Mm. passe en sagittal, je vérifie quand même le primum movens, là, cette déchirure du ligament radio-ulnaire dorsal. Et là, je suis Mm. content, j'ai déjà quand même répondu à, j'ai l'impression, 90-95% des situations. Tu fais très bien de le dire. Nous, radiologues, je crois qu'on oublie de terminer notre checklist d'analyse du poignet par le cartilage radio-ulnaire distal. Vous savez, cette articulation entre le radius et l'ulna, là. Et en fait, il se passe plein de choses là-dedans. Et je crois que nous, on se concentre trop sur la radiocarpienne, la médiocarpienne. Eh bien, il faut terminer par la radio-ulnaire distale. Ça Mm. vaut dans ces phases tardives d'instabilité dont on parle,
qui sont graves, mais ça vaut aussi chez, vous savez, chez le Oui, commun des mortels qui a fait une fracture du radius. Il oui, avait une marche d'escalier là-dedans. Et ben, en fait, il n'en reviendra jamais. Il aura une arthrose radio-ulnaire oui. distale. Donc, en fait, je crois que les Mais radiologues, il on y n'a a pas pas. que les radiologues. Je t'interromps, il y a pas que les radiologues, même les chirurgiens. Moi-même, personnellement, tu vois, plusieurs fois, je me suis fait avoir et j'ai le cas présent dans la tête d'une patiente que j'ai traitée d'une lésion du TFCC, tu vois. Ouais, Donc, je l'ai réparée, j'étais content, elle n'avait plus de douleur fovéale, mais elle gardait une douleur. Et quand je l'ai examinée, elle était vraiment au niveau de la radio distale. Et là, je fais refaire un arthroscanner qui montre donc l'arthrose. Et là, je revois l'IRM qui a été faite en préopératoire. Et là, en fait, je découvre que la lésion était déjà là, qu'elle avait déjà une chondropathie. Et en et fait, ce qui c'est se passe, c'est pas sur du tout. l'arthroscanner, elle avait une lésion en miroir de passage. En fait, elle avait Oui, gratté sa tête ulnaire contre la fossette sigmoïde du radius. Il y avait deux petites lésions très localisées qui ont fini par évoluer en arthrose. ouais, tout à fait. Donc, c'est à mettre dans la checklist parce qu'effectivement, tout le monde risque de Oh, s'occuper du on mauvais l'oublie tout le problème, temps. alors qu'on est déjà quasiment à un stade palliatif. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je t'ai posé cette question hier et je voudrais juste la reposer. Quand on a ces lésions en torsion avec des lésions du TFCC, on sait que c'est aussi un mécanisme, vous savez, de cette instabilité de l'extenseur ulnaire du carpe là, qui peut se mettre à sauter, à claquer en pronosupination. Pour autant, l'association lésion du ligament triangulaire et instabilité de l'extenseur ulnaire du carpe n'est pas si fréquente. Mm. Elle n'est pas fréquente, mais elle existe. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais j'étais Alors, assez surpris de la voir parce que je ne la vois pas souvent, en effet. soit l'un, soit l'autre, c'est bizarre. Mm. Parce que Ouais. des gens avec une rupture rétinaculaire et un ressaut de l'extenseur, on en voit, hein. J'ai vu une femme qui promenait son chien, le chien est parti, la laisse a vrillé le poignet de la dame, elle s'est retrouvée avec un tendon qui claquait. Pour autant, j'ai exploré son tendon en écho et c'était bien lui qui sautait, mais il n'y a pas lieu dans ce contexte de faire systématiquement un arthroscanner du ligament, quoi, du ligament triangulaire. Oui, c'est l'examen clinique qui oriente, en fait, hein. Oui, Généralement, ces patients-là n'ont pas de douleur fovéale, donc pas d'arthroscanner. ouais, ouais. Comme je t'ai dit, Bon, la, alors les douleur, la lésions, douleur fovéale, elle est très sensible. Pas spécifique du tout, mais très sensible. C'est comme la douleur de la tabatière anatomique. C'est-à-dire que quand il y a un problème TFCC, forcément, vous aurez une douleur fovéale. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous rassurer sur le TFCC. c'est ça, c'est très spécifique, mais ça c'est toujours utile. Alors, les ligaments, le ligament palmaire, les ligaments ulnocarpiens, le ménisque homologue, tout ça, ça apparaît dans les classifications, mais en fait, c'est très, très, très rare, hein. On est d'accord? Alors la lésion qu'on appelle centrale du TFCC, pour moi, c'est même plus une lésion. Tellement je la vois sur arthroscopique, ça n'est même plus une lésion, tu vois. Dès qu'on a 30-40 ans, c'est fini, on l'a tous. C'est comme les ménisques dans les genoux, ça fait partie de la vie. Et il faut savoir quand on fait un welfare procédure dans le conflit carpien pour aller raboter l'ulna sur arthroscopie, on est amené à créer nous-mêmes la lésion, à l'agrandir pour pouvoir aller passer à travers. Donc, ça n'a vraiment pas de rôle biomécanique, ce fibrocartilage central, là. Et pour ce qui est des lésions ulocarpiennes, palmaires, je les recherche pas parce que, enfin, je ne veux pas dire que j'en vois pas, mais je les recherche même pas sur arthroscopie parce qu'il n'y a pas de conséquences de gestes chirurgicales à faire là-dessus, en fait. Voilà. D'accord. Bon. Mais pour nous, typiquement, c'est des messages super parce que comme on voit ça dans les. Moi, j'ai une longue liste, on rigole avec les internes, des classifications à ne pas connaître ou des maladies à ne pas connaître. En fait, il y a un tas de choses qui traînent dans les livres, dans les classifications, et on les apprend, on se sature les petits disques durs, et puis on oublie l'essentiel. Donc ça, c'est toujours des messages très, très intéressants. Je voudrais, on approche de la fin de ce webinaire. Moi, je voudrais quand même souligner l'importance qu'on soit bon, nous, dans notre diagnostic, parce que même l'arthroscopie, si j'ai bien compris, n'est pas forcément, j'allais dire, le gold standard. Bah, la chirurgie, on le sait, c'est toujours le gold standard pour les radiologues. Mais on sait que vous êtes quand même un peu en aveugle. C'est-à-dire qu'en arthroscopie, vous n'avez pas là une vue directe et très claire Mm, sur les fascicules mm, fovéaux, oui, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je sais qu'il y a quelques signes, là, le trampoline test, il y a des petites ouais, choses qui montrent bien que vous êtes sur des signes indirects presque. ouais. Mais par exemple, bon, déjà, quand tu fais une arthroscopie, tu as souvent, quand même, tu as une pathologie, tu as souvent une grosse synovite, c'est-à-dire tu as une synoviale floride, plein de sang, etc., qu'il faut aller décaper au shaver pour déjà commencer à voir tes ligaments. Ensuite, tu as des lésions qui sont visibles, qui sautent à l'œil, par exemple, les lésion périphérique dorsale, tu peux la voir. Mais en fait, par exemple, une lésion fovéale pure qui est sous le TFCC, bah, tu la vois pas parce que tu es au-dessus. Donc, tu la vois pas. Et comment peux-tu diagnostiquer une lésion que tu vois pas? Bah, c'est très simple. On prend un petit crochet palpeur et on passe un petit crochet sous le TFCC et on le soulève. Et donc, on a ce qu'on appelle des signes palpatoires, notamment le hook test ou le ghost test quand on arrive à décoller le TFCC ou à le retourner. Ça signe qu'il y a une lésion fovéale. Et puis, on a, par exemple, pour la lésion périphérique dorsale, pour les lésions périphériques, quand le TFCC perd
sa tension parce qu'il y a des lésions au niveau de sa insertion capsulaire. À ce moment-là, il perd de sa élasticité, il devient plus plastique. Donc, quand on le déprime avec le crochet, il ne veut pas se relever. C'est le Donc ça, c'est des trampoline. petits tests. Voilà, donc c'est vraiment l'anatomie arthroscopique, elle est palpatoire. On ne pourrait pas faire d'arthroscopie sans un petit palpeur pour aller toucher à droite à gauche, tester la tension et la résistance des ligaments. Donc vous avez cette anatomie, cette, sémiologie Ouais, palpatoire voilà, on et a ça. Vous avez la vision 3D, nous on ne l'a pas, on est en 2D. Par contre, on a un truc que vous n'avez pas, nous, c'est le retour haptique de ce qu'on touche, quoi. oui, oui, tout à fait. Et mais voilà, à partir du moment où des lésions sont aveugles, typiquement une lésion fovéale, il faut le dire, ça peut être extrêmement symptomatique isolément, ça peut être extrêmement symptomatique et gâcher la vie de certains patients, d'où Mm. l'intérêt d'être bon dans notre diagnostic. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et je me souviens d'une phrase que tu m'as dit il y a quelques mois quand on discutait. Tu m'as dit, sur les scapholulaires, on a des problèmes quand tous les faisceaux sont déchirés, qu'on a une lésion large, et les petites lésions d'un faisceau scapholulaire isolé n'ont pas une grande importance. A Mm. contrario, dans le TFCC, dès les petites lésions isolées, c'est très symptomatique et il faut savoir s'en occuper. Je trouve que c'était, dis-moi si je me trompe, hein, mais quelque chose d'intéressant sur la spécificité de ces lésions traumatiques du TFCC. Ouais, mais d'autant plus que, contrairement au scapholinaire, le TFCC, si c'est bien réparé, bien souvent, du moins du point de vue mécanique, on règle le problème. Je dis pas que les patients ne gardent pas des douleurs. Il y a aussi des douleurs neuropathiques, psychogènes, etc., avec souvent des contextes d'accident de travail et des bénéfices secondaires. Notamment, quand on opère un sportif de haut niveau, il va bien. Quand on opère une aide-soignante qui s'est fait agresser à 3 heures du matin par un patient avec un contexte de burn-out, elle va pas aller bien, même si tu fais un scanner post-opératoire qui montre ta bonne réinsertion. C'est contexte Ça, professionnel. ah oui, le contexte professionnel, il compte pour beaucoup. Et j'en ai parlé avec quelques collègues arthroscopeurs. Je ne sais pas si tu connais Didier Fantès, celui qui a opéré Gaël Fils ou Chabal. Il me dit, ouais, mais je montre mes réussites avec mes sportifs, mais il m'a dit, je me traîne quand même 90% de patientes en accident de travail qui vont pas mieux parce que voilà. Très ingrat ces contextes, hein. On peut en Mm. parler, il y a des vrais sujets sur les épicondylites au cou, des choses comme ça où, là aussi les radiologues peuvent apporter un petit peu de spécificité pour savoir qui est qui dans tous ces patients douloureux. Bon, mais c'est un autre sujet. Alors écoute, on va terminer, hein. La finalité de tout ça, c'est quand même que le radiologue, il détecte bien les lésions, que le chirurgien, il ait la bonne indication, qu'il ait Ouais. un bon diagnostic final. Et alors derrière, vous en êtes où? Vous savez suturer sous arthrose, c'est ça? Les petites lésions superficielles, on les suture. Et puis les lésions conjointes, là, ou les lésions fovéales, on les réinsère avec une petite encre? Est-ce que tu Voilà, peux quand c'est une rupture entre le faisceau postérieur et la capsule, etc., là, on fait des sutures capsulo-ligamentaires qui passent à travers le TFCC, prennent la capsule en paletot, on bloque tout ça ensemble dans un nœud et on immobilise avec un BABP 6 semaines. Ça cicatrise plutôt bien. Quand c'est des lésions fovéales, là, il faut un ancrage osseux. Alors, il y a diverses techniques. Il y a des techniques avec une encre qu'on met au niveau de la fovéa, puis il y a des techniques par un tunnel transosseux. On fait un tunnel à travers la tête ulnaire, on fait passer un fil en rappel à travers ce tunnel jusqu'à la fovea, on passe à travers le TFCC, et puis de là, on tire très fort sur le fil, et puis on le fixe sur le col de l'ulna avec une petite encre. On met généralement toujours un ancrage solide à l'aide d'une encre pour que ça ne se détende pas. Et puis Mmh. toujours, on immobilise 6 semaines en BABP. C'est des techniques bien codifiées, bien décrites. C'est encore une fois la courbe d'apprentissage qui est un peu longue. Heureusement, on a des cours sur poignée cadavérique en labo pour s'entraîner un petit peu. Mais une fois que c'est acquis, quoi. OK. Euh, pour revenir juste pour revenir sur le problème des radiologues, c'est pas un problème, mais c'est comme les chirurgiens, vous avez des gens qui sont plus ou moins entraînés, plus ou moins habitués à faire quelque chose. Euh, le- Tous les chirurgiens qui font de l'arthroscopie de poignet, quand ils reçoivent un scanner ou une IRM, la mettent dans le manche-disque, la reconstruisent avec Oros, relisent les images dans toutes les incidences qu'ils connaissent bien avec les reconstructions qu'ils refont. Et à la fin, une fois qu'ils ont fini de lire, ils confrontent avec le compte-rendu du radiologue. Et là, ils se disent, ah, bah ça, c'est un bon radiologue, il a vu ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, bien souvent, comme tu dis, les petites lésions que tu viens de décrire parfaitement passent inaperçues, surtout quand on fait une acquisition coronale, etc. Voilà. Juste pour dire ça. Mais ce que je remarque depuis quelques années, c'est que le niveau quand même des conclusions des radiologues s'améliore. On voit que le message passe et que les gens vont chercher ces petites lésions qui passaient inaperçues il y a quelques années. Mmh. Écoute, merci de ce retour de terrain. Je n'ai pas dit aux gens que vous pouviez poser des questions et je vais vous laisser, quelques secondes pour, peut-être les poser dans le chat qui se trouve, à droite. Vous avez un onglet, dans lequel vous pouvez, je vois qu'il y a eu quelques échanges, mais plutôt techniques sur le PDF. Si vous voulez poser 1 ou 2 questions, n'hésitez pas, Alors, bien entendu. Moi, je voudrais dire que c'est effectivement intéressant, il y a le docteur d'être. Chebanifa qui a posé une question intéressante. Il dit qu'il faudrait, je te laisse répondre d'ailleurs, je pense que c'est plus pour toi. Il te dit, est-ce qu'il ne faudrait pas faire à la fois un IRM et un arthroscanner pour déterminer les lésions sur la réalisation de la DZAI?
Ah ben, alors, mais où est-ce qu'elle est la question de Mahmoud? Moi, je la vois pas. Mais alors, la question qu'il pose, en fait, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire des arthro-IRM, hein? Finalement, pour une étude exhaustive du TFCC et afin de mieux répondre à la classification ADSEI, il faut coupler arthroscanner et IRM. Je trouve que l'IRM pourrait nous aider notamment en ce qui concerne la RUD. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Moi, je vais vous dire, je pense que le top, c'est quand même l'arthroscanner. Je pense que le top, c'est quand même l'arthroscanner. C'est quand même assez précis parce que meilleure résolution en contraste, on a bourré de produits de contraste, meilleure résolution spatiale, donc c'est quand même le mieux. Mais on ne voit pas des lésions en étirement. Il y a des fois des lésions en chewing-gum, vous savez. Et là, bah, votre produit, il va mouler les deux surfaces et puis vous ne verrez pas si bien que ça dedans. On le connaît pour le ligament radio-scapholinaire, par exemple, hein. L'arthroscan me semble quand même, au vu des équipements et des habitudes qu'on a en France, le meilleur examen. Après, en IRM, il ne faut pas être défaitiste. Moi, je pense que l'IRM a quand même un rôle de dépistage. C'est-à-dire quand vous avez un patient douloureux qui a atterri en IRM, bon, ok, on n'est pas parfait, ça a des défauts. Les épaisseurs de coupe sont parfois un peu trop grosses, on n'a pas résolu, mais il faut quand même savoir être un bon dépisteur. C'est-à-dire au moins dire, je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai un gros doute sur telle partie du TFCC, donc je demande un arthroscanner. Pour moi, une IRM où on est un peu vigilant sur ce sujet doit très facilement indiquer un arthroscanner complémentaire. C'est exactement pour les coxarthroses de hanche du jeune sportif. Je fais une IRM, ah tiens, je vois un petit truc, je pense qu'il y a une plaie cartilagineuse, je vais faire un arthroscanner. Donc, c'est dans ce sens-là que ça doit marcher. Quand on a eu un arthroscan, est-ce qu'on doit faire secondairement une IRM? Je sais pas répondre à cette question, à mon avis. Non. Je souscris à ce que tu as dit. Moi, personnellement, je demande toujours une IRM en première intention parce que c'est un examen très sensible, peu spécifique, mais très sensible. Et donc, dès qu'il y a un hypersignal, je sais qu'il y a un souci. Et s'il n'y a pas d'hypersignal, je peux déjà rassurer le patient en disant, écoutez, c'est pas méchant, ça va guérir tout seul. Et s'il y a un hypersignal, je vais faire l'arthroscanner après, qui est invasif et donc plus douloureux, plus risqué, etc. Ouais, Donc, ok. je souscris avec ton algorithme. Je te remercie. Puis alors après, il y a l'arthro-IRM, hein. C'est sûr que quand on voit les images que font des équipes suisses qui publient beaucoup sur le poignet, ça fait envie. Il y a des techniques en plus maintenant avec des doigtiers japonais qui mettent en traction, où vous allez là distracter l'articulation radiocarpienne et vous avez des belles images, hein. Néanmoins, l'état des équipements et l'accès à l'IRM en France rend pas cette pratique très facile, malheureusement. Je vois qu'il y a 3 questions, c'est super, on va en profiter. Jean Renzulli, qu'on connaît bien. Au total, il n'y a plus d'indication de traitement orthopédique par orthèse dans les lésions du TFCC. C'est une question pour toi, Je peux Manuel. répondre si tu veux. Vas-y, bien sûr. Alors, d'abord, contrairement au scapholinaire, enfin, de façon générale, les lésions du TFCC, il ne faut pas se dessus, en fait, parce que beaucoup guérissent toutes seules, spontanément. Alors, ce qui est dit, notamment sur je ne parle pas des ophovéales, mais plutôt sur les périphériques dorsales, qui sont les plus courantes, elles guérissent spontanément, bien souvent, donc il faut généralement immobiliser dans une attelle 6 semaines et laisser le temps faire son œuvre. Et généralement, on les voit rarement en aigu, hein. On fait faire l'IRM au bout de 6 semaines, 3 mois, et c'est vraiment au bout de 6 mois qu'on décide de les opérer. C'est rare qu'on les opère à moins de 6 mois parce qu'il y a des guérisons spontanées, parce qu'il y a des récupérations, parce qu'il y a des résolutions des douleurs sous infiltration. Alors, on ne saute pas sur les lésions, elles guérissent souvent toutes seules. Et c'est vraiment, généralement, les gens viennent nous voir qu'au bout de 6 mois, où ils ont été en nerf diagnostic. Et là, au bout de 6 mois, s'ils ont toujours mal, c'est clair qu'on les opère, on ne discute pas. Donc, il y a Ça comme suffit à ce temps. une sorte de zone rouge anatomique, comme dans les ménisques, qui ça peut cicatriser, quoi, hein. Oui, oui, C'est bien sûr, bien sûr, bien sûr, absolument. OK. Et pour ce qui est de la lésion fovéale, par contre, pour moi, ce qui se passe spontanément, mais encore une fois, quand j'ai une substance TFCC qui est très fraîche, je me précipite pas dessus pour l'opérer. Je me Euh, suis Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des patients pour qui il y a des anti-FCC et qui ne sont pas symptomatiques parce qu'il y a une compensation. Il faut savoir que le poignet est une articulation stabilisée de façon statique par les ligaments, mais aussi de façon dynamique par l'extension du carpe, le sillon du carpe. Et donc, des gens qui se remusclent l'avant-bras, un peu comme pour le genou, hein, qui ont un croisé, si on est bien musclé, on a moins d'instabilité, donc moins de douleur. Donc, voilà, je tenais à dire ça, c'est que j'ai l'exemple d'un patient boxeur qui avait un TFCC non réparable. Je lui annonce la bonne mauvaise nouvelle en disant c'est fini pour la boxe. Je le vois 6 mois après aux urgences. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Encore le poignet. Il m'a dit non, non, je me suis pété le cinquième métacarpien. Je lui dis comment? Il m'a dit bah, j'ai repris la compétition. J'ai dit comment? Il m'a dit bah, j'ai été me muscler. J'étais dans la salle, je soulevais de la fonte et j'ai mon poignet. Maintenant c'est du béton. Et c'est vrai que quand il serre le poing, bah, tu ne peux pas déluxer son TCC. Enfin, sa radio initiale est très stable. Donc, il y a aussi le renforcement musculaire dont on parle très peu, mais absolument.
absolument. On peut avoir des lésions graves avec lesquelles on vit bien un petit peu partout. Ça, on le voit, nous, en imagerie, avec des patients qui vont bien et des lésions inquiétantes. Alors, en tout cas, moi, je trouve que cette lésion fovéale, elle est passionnante. Elle est toute petite. Elle est très symptomatique. Elle est réparable. Et j'espère vous avoir montré ce soir à quel point elle est facile à diagnostiquer par l'imagerie. Justement, on te pose une question sur la courbe d'apprentissage pour diagnostiquer la lésion. Qu'est-ce que tu peux répondre par rapport aux internes notamment? Bah, la courbe d'apprentissage, moi, je crois que, et c'est notre credo chez Imostéo, il ne faut pas aller directement à la sémiologie, puis apprendre des signes sémiologiques, des tableaux de classification. Il faut comprendre avant d'apprendre. Et c'est ce qu'on propose chez Imostéo, c'est qu'on parle d'anatomie d'abord. Ensuite, on parle de physiopathologie. Et tard, on arrive à l'image. Mais quand on arrive à l'image et qu'on a déjà fait l'anatomie, la physiopathe et qu'on l'a expliqué correctement, tout devient simple. L'image n'est plus qu'un détail. Et puis la deuxième chose dans laquelle on croit, c'est que des cours vidéo, c'est bien. On peut faire un Netflix de l'imagerie osteoarticulaire, parfait. Et ce qu'on propose en plus dans nos parcours, c'est quelque chose que je ne vous montre pas ce soir, mais c'est qu'on a un web viewer intégré dans les formations, dans lequel, après le cours, on met en pratique et on regarde des cas de rupture du TFCC, un cas piège, un cas typique, un cas avec un plan sagittal, un cas avec un plan coronal, et tous ces cas sont commentés. Et c'est de là qu'on passe de la connaissance à la compétence. Donc, Jean-Christophe Sgandora, je vous dirais qu'avec une bonne modalité d'apprentissage, en quelques heures, en une dizaine d'heures pour ce parcours sur le poignet qu'on lance le 1er octobre, pour répondre à des questions qui sont posées, eh bien, vous allez graduellement d'un niveau de connaissance modeste à un niveau un peu supérieur. On vous amène vers un niveau de compréhension qui, je crois, répond aux besoins de vos patients. Voilà. C'est un peu notre credo et j'espère vous avoir montré par ce webinaire qu'il ne faut pas aller tout de suite sur l'image, mais bien comprendre avant d'apprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est cher et c'est une méthode qu'on applique à peu près sur tout. On a fait l'IRM du coude l'année dernière, l'IRM d'épaule, l'IRM de cheville. On en est à l'imagerie du poignet. Donc, je suis très heureux de vous le redire. Hein, et on lance ce parcours le 1er octobre. Tout ça est largement financé pour les libéraux. Les gens ne comprennent pas toujours, mais on est là pour vous expliquer comment ça se finance très très bien par le FAFPM et le crédit d'impôt. Puis on a aussi des choses pour les hospitaliers. Voilà. On te pose une Je pense question par qu'on... rapport. Je te donne 2 secondes, une dernière question. Emmanuel Molina te demande par rapport au positionnement sur la table d'IRM et de scanner pour la première supination. Qu'est-ce que tu peux répondre? Ben, je l'ai montré. L'idée, c'est de pas d'être en hyperpronation, de ne pas être en hypersupination. Donc, on couche le patient en Superman avec une cale sous l'épaule, la main dans le gaufrier au centre de la table et de l'antenne, et le coude posé à hauteur de la main. Donc, en fin de compte, on est un petit peu comme pour une radio de main ou du poignet. On est en position relativement neutre. Regardez, je peux aller plus en pronation, je peux aller plus en supination, et je suis bien en position neutre. Donc, on met ça dans le gaufrier au centre de l'antenne. On fait la même chose en arthroscanner, et normalement, on a bien cette position neutre. Alors, Voilà, nous, j'ai mis en tant que chirurgien, on a une petite astuce pour savoir si on est en supination neutre. C'est le pouce face à l'épaule. On a le le pouce face à face à l'épaule. l'épaule. Ouais. Bah, quand le pouce est du côté de l'épaule, c'est supination neutre en fait. Ouais, Quelle que soit la d'accord. Bah, position de ton bras. là, je suis vers le plancher, donc d'accord. Le pouce dans Ok. l'axe de l'humérus en fait. Ouais, d'accord, très bien. Ok, bon, ça semble marcher. Je regardais encore cet après-midi fébrilement. J'ai vu en passant en IRM un patient couché en Superman. Oh, j'ai regardé sa position. J'ai dit, tiens, normalement, c'est bien. Je suis allé fébrilement regarder les images et le plan coronal était très acceptable. Voilà, donc tout ça marche. Ça prend de la rigueur. Ça prend déjà de connaître les choses, de la rigueur, de la transmettre aux manipulateurs. Et puis, rapidement, quand ils ont compris, d'un coup, on a des examens beaucoup plus interprétables et ça nous aide grandement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tout le monde. Vous étiez 75 participants. Je remercie très sincèrement Ahmed de ta présence. C'était vraiment extrêmement intéressant. Je pense que ça nous a beaucoup éclairé. Moi, tu m'éclaires depuis déjà quelques années qu'on réfléchit sur ces sujets, que je t'interroge, hein, que j'apprends plein de choses. Et vraiment, Je t'en la prie, je façon t'en dont tu prie. as Merci à transmis toi. ça aux gens, c'est très précieux. Merci à toi pour l'invitation, je t'en prie, et au plaisir. Merci Ahmed, à très bientôt. Merci tout le Salut, bonne monde. Merci soirée. Jean. Je vois plein de gens super, plein de que je connais, d'autres que je connais pas. Merci à vous et à bientôt en ligne chez Imostéo ou pour des prochains webinaires. Je vous souhaite une bonne soirée.